le point sur les inégalités, il faut rappeler entre hommes et femmes dans le monde du travail, il faut rappeler le contexte. Le contexte est le suivant, c'est qu'on a assisté depuis un demi-siècle à une féminisation absolument massive du monde du travail. Il y avait 6,5 millions de femmes actives au début des années 60. Aujourd'hui, elles sont 13,5 millions. Du côté des hommes, on est passé de 13 millions à 14,5 millions. Donc, féminisation massive, les femmes représentaient le tiers de la population active au début des années 60. Aujourd'hui, elles constituent 48%. Voilà, premier point. Deuxième point, nous vivons dans un pays où depuis plusieurs décennies, les jeunes filles, les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes. Ça, c'est depuis les années 1970 où les filles sont venues rattraper puis dépasser les garçons en termes de réussite au baccalauréat, de réussite à l'université. Donc, les femmes sont plus actives, les femmes sont plus instruites que les garçons, et elles ont par ailleurs, troisième point, des trajectoires professionnelles continues. Aujourd'hui, la plupart des femmes ne s'interrompent plus à l'âge de la parentalité. Les femmes de 25 à 49 ans, donc les femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, dans les années 60, à ces âges-là, leur taux d'activité était de 40%. 4 sur 10 étaient actives. Aujourd'hui, à l'âge d'avoir et d'élever des enfants, 85% des femmes sont actives. Donc voilà, ça c'est un changement massif aussi. Alors, on pourrait dire que les femmes sont beaucoup plus actives, près de la moitié du monde du travail. La parité, arithmétiquement, nous l'avons. Elles sont plus instruites, plus diplômées, et elles ont des trajectoires professionnelles, pour la plupart, continues. Donc voilà, au bout de ça, on devrait avoir l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. Et pas du tout. C'est ça le paradoxe de la situation que nous vivons, c'est qu'il y a eu une mutation sociale sans précédent, qui est la féminisation du monde du travail, qui ne s'est pas accompagnée d'une résorption conséquente des inégalités. Alors inégalités en tout genre, inégalités de salaire, inégalités de carrière, inégalités en matière de sous-emploi, en matière de chômage, voilà. On peut les développer. Nous vivons dans un pays où, dans le monde du travail, alors, c'est difficile de faire le point là-dessus. Alors, les inégalités de salaire. Prenons les inégalités de salaire. Il reste, en dépit des droits, en dépit des lois, il reste un écart de salaire qui est de l'ordre de 25%. Alors, il y a plusieurs chiffres sur les écarts de salaire, ça dépend si on prend les salaires horaires, les salaires mensuels, les salaires annuels. Ceci étant posé, il y a 25% d'écart de salaire. Alors, sur la longue durée, sur les 50 dernières années, l'écart s'est résorbé. Mais doucement, en dépit des lois. Et par ailleurs, ça c'est tout compris, si l'on prend toutes choses égales par ailleurs, comme disent les économistes, moi j'aime pas bien cette expression parce qu'on sait que tout est inégal par ailleurs et que là il y a le problème, mais enfin, toutes choses égales par ailleurs, ça permet d'isoler les choses, c'est-à-dire que si vous prenez deux jumeaux, un homme et une femme, ils sont au même âge donc, ils ont la même formation, ils travaillent dans la même entreprise, ils font le même travail, et bien il reste encore 10% d'écart de salaire entre eux. Donc cette espèce, ce que les économistes appellent le résidu, c'est une boîte noire d'une discrimination pure et dure qui perdure. Alors il y a ça. Donc les écarts de salaire, bon, ils se sont resserrés, mais ils perdurent. Alors ça s'est amélioré, mais lentement, et pas du tout à la hauteur de l'élévation du niveau d'instruction des femmes. En revanche, ce que ces chiffres ne nous disent pas, c'est la montée des bas et des très bas salaires, qui sont inférieurs à 1 000 € par mois, et qui touchent majoritairement les femmes. Et ça, ce sont des femmes qui sont en situation de sous-emploi, c'est-à-dire qui travaillent moins que ce qu'elles voudraient, et qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie. Et ça, c'est le résultat de toutes ces politiques qui ont favorisé l'essor du travail à temps partiel en France. Et qui fait qu'aujourd'hui, le temps partiel, qu'on le veuille ou non, débouche sur du sous-emploi et débouche sur de la pauvreté laborieuse. Des centaines de milliers de femmes qui travaillent sans parvenir à gagner leur vie et qui, évidemment, voudraient bien travailler plus et gagner plus, mais ça, on ne le leur propose pas, on ne les autorise pas à travailler plus pour gagner normalement leur vie. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est une vraie régression. Le travail à temps partiel tel qu'il s'est développé en France depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est une vraie régression. À part ça, depuis 30 ans, la France, comme la plupart des pays européens, a connu un surchômage féminin très fortement incrusté dans les statistiques de l'emploi, très fortement incrusté dans la situation sociale. C'est-à-dire que les femmes ont pâti beaucoup plus fortement du chômage que les hommes pendant des années et des années. Alors,
Là, en 2010, les choses ont changé, mais on ne sait pas si c'est un accident, un accident dans la série longue du surchômage féminin, ou si c'est un retournement de tendance. Mais en tout cas, force est de constater que depuis 30 ans, les femmes ont subi le chômage de plein fouet. Conséquence du chômage, il y a eu ce développement du sous-emploi et de la pauvreté laborieuse. Ça, c'est un facteur. Alors, autre facteur qui nous fait reculer de 3 cases, ce sont ces mesures qui ne sont pas directement des politiques d'emploi, mais qui jouent très fortement sur l'emploi. Ce sont des mesures de politique familiale, tout ce qui est de l'ordre des congés parentaux, APE, congés de libre choix. Ça aussi, ça nous a fait reculer vraiment de 3 cases, parce que, alors ces congés parentaux, il faut le rappeler, sont pris à 98% par des femmes, même si la loi, il est prévu que c'est le parent qui le veut, qui choisit. Et c'est un exemple pur et parfait de discrimination indirecte, parce que à 98%, ce sont des mères de famille qui le prennent, qui pendant 3 ans sont payées, une petite somme, mais sont payées pour garder leur enfant. Or, on a assez de recul maintenant, on le sait, un grand nombre de ces femmes sont des femmes qui étaient en situation très précaire, soit au chômage, soit faisant un petit travail à temps partiel, et qui préfèrent rester chez elles, garder leur enfant et toucher la même somme que ce qu'elles travaillaient en étant femme de ménage, caissière, vendeuse ou chômeuse. Bien, ça c'est une chose. Et au bout de ces 3 ans, lorsqu'elles reviennent sur le marché du travail pour chercher un emploi, là, elles ont beaucoup de mal à en trouver, elles se retrouvent chômeuses, inactives ou encore plus précaires que ce qu'elles étaient avant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment régresser. Alors, autre point, on l'a découvert au moment du récent débat sur les retraites, c'est que les écarts entre les retraites des hommes et des femmes sont faramineux. Les retraites, je pourrais vous en donner les chiffres si vous voulez, mais l'écart entre les retraites des hommes et des femmes est beaucoup plus important que l'écart de salaire. Donc, si vous voulez, toutes ces disparités que l'on constate sur le marché du travail, on les retrouve, et on les retrouve, comment dire, agrandies. Alors, à la retraite, on retrouve de façon très accentuée toutes ces inégalités qui se déroulent tout au long de la carrière entre ce que touchent les hommes et les femmes au moment de la retraite. L'écart est encore plus important que l'écart de salaire. Aujourd'hui, les femmes touchent en moyenne 979 € par mois de retraite et les hommes 1625. Donc vous voyez, l'écart est encore plus grand que celui qui touche au salaire. Parce qu'on retrouve à la retraite tous ces éléments, à la fois les écarts de salaire, mais aussi les effets du travail à temps partiel, les effets des interruptions d'activité. Donc tout ça mis bout à bout fait un écart qui est considérable. En gros, quand même, nous vivons dans un pays où à 20 ans, 25 ans, les filles sont plus diplômées que les garçons. Elles arrivent sur le marché du travail, elles sont tout de suite moins bien payées qu'eux. Au fil des années, elles ont des carrières beaucoup plus étales, des trajectoires professionnelles beaucoup plus plates, beaucoup moins... Voilà. Et quand arrive l'heure de la retraite, elles sont beaucoup plus pauvres. C'est vous dire en ramasser. Les choses quand même sur lesquelles on peut agir sur le travail à temps partiel. On peut réguler le temps partiel. Là, on peut faire des choses parce que, comment dire, oui, il faudrait interdire le temps partiel tel qu'il se développe dans un certain nombre de secteurs. C'est pas possible. On crée de la pauvreté laborieuse tous les jours. Là, on peut agir là-dessus. Il faudrait avoir la volonté politique on peut agir sur les congés parentaux. Ça, c'est une mesure qui est extrêmement mauvaise pour les femmes. Vous savez, si on faisait le calcul de ce que ça coûte, ces congés parentaux, je crois que si on mettait cet argent dans des modes de garde, de crèche, on résoudrait le problème de la garde des enfants dans ce pays, et en cessant de pénaliser les femmes, parce que ça, ce sont des fausses mesures. La conciliation, d'abord, ce terme de conciliation, je le déteste, une fois pour toutes. Je le déteste parce qu'il est faux. Les femmes ne concilient pas vie professionnelle et vie familiale, parce que concilier, ça veut dire que c'est harmonieux. Non, elles cumulent dans la difficulté et elles cumulent sous tension. Voilà, ça c'est plus juste. Donc, parlons du cumul de la vie professionnelle et vie familiale. Alors, c'est un vrai sujet, en effet, mais ce n'est pas le temps partiel, le travail temps partiel qui permet de résoudre ça. Au contraire. Alors, c'est vrai qu'il y a là, comment dire, une espèce de fable
qui est un mensonge que l'on a entendu pendant des années. On a entendu que le travail à temps partiel, c'était bon pour les femmes, que c'était ça qui leur permettait, que ça leur permettrait de concilier, nanana, nanana. Or, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que, alors, il y a bien, le temps partiel, ça recouvre des réalités sociales extrêmement diverses. Il y a bien un petit nombre de femmes, mais c'est une minorité qui choisit, qui décide de travailler moins et en gagnant moins. D'accord, ça c'est une chose. Entre le mi-temps le mercredi libre d'une femme fonctionnaire et les 15 heures de la caissière de supermarché à côté, il y a un monde, et ce sont deux mondes différents, ce ne sont pas les mêmes femmes, et ce n'est pas le même travail à temps partiel. Je parle du deuxième travail à temps partiel, celui de la caissière de supermarché. Là, il s'agit de formes d'emploi tout à fait dérégulées, des situations d'emploi où on ne choisit pas ses horaires de travail. Les caissières, les vendeuses, les femmes de ménage, elles travaillent quoi? 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, tel jour elles travaillent juste le matin, tel autre jour juste l'après-midi, parfois on leur demande de venir faire les nocturnes, parfois le week-end, elles ne savent pas en début de mois quel va être leur planning, bien souvent, parfois elles ne savent pas d'une semaine sur l'autre, ou même d'un jour à l'autre, sur quels horaires elles vont travailler, alors, et elles ne savent pas en début de mois ce qu'elles vont gagner à la fin du mois. Plus précaire et plus dérégulé que ça, il n'y a pas. Alors quand on nous raconte que c'est cette forme d'emploi qui va permettre aux femmes de concilier ceci, cela, ce sur quoi je travaille actuellement. Bien, écoutez, je viens de terminer l'actualisation de mon repère, Travail et emploi des femmes, donc ça va sortir dans une semaine. J'ai passé quelques mois pour avoir les derniers chiffres, les dernières actualisations. Et par ailleurs, j'ai un projet, un livre en cours et au long cours avec une collègue, Monique Meron. On essaye de terminer un livre qui va s'appeler Un siècle de travail des femmes en France. On est reparti depuis le recensement de 1901 pour essayer de voir comment, d'abord essayer de constituer des séries longues sur tout le siècle, et essayer de voir comment à chaque époque on a compté, décompté, mal compté, ou pas compté, ou peu compté le travail des femmes. Qu'est-ce que, au fil du temps, on a appelé travail, qu'est-ce qu'on a appelé inactivité, qu'est-ce qui rentrait dans les comptes de la population active.